Dans le Québec des années 60, des révolutions s'organisent. Parmi les changements majeurs qui auront des répercussions pendant les 5 décennies à venir, la désinstitutionnalisation. Un mouvement, une tendance, une décision. Celle de vider progressivement les hôpitaux psychiatriques dans la foulée de la Commission Bédard en 1962. Pour des raisons économiques, humanitaires et sociales, parce qu'il y a eu de l'abus et qu'il fallait que ça change. Pour un tas de bonnes raisons, on a ainsi renvoyé des milliers de personnes chez elles ou chez un proche. Mais les rues aussi se sont remplies. Monsieur? Êtes-vous correct? Oui? On a voulu bien faire, mais est-ce possible que pour certains d'entre eux, on se soit trompé? Aujourd'hui, le Québec compte de nombreuses disparitions non résolues reliées à un problème de santé mentale. Parmi elles, des victimes de la désinstitutionnalisation. Des victimes directes et indirectes. Québec, 6 novembre 1985. René Bourgeot et son épouse Gisèle se rendent au domicile de leur fille, Isabelle. Elle n'a pas payé son loyer et le propriétaire réclame son dû. Dans l'appartement, c'est le fouillis total. La porte était fermée, à clé. Il y avait la lumière dedans, tout était en désordre, il n'y avait plus Isabelle. Tous ses effets personnels, incluant ses pièces d'identité, s'y trouvent, mais Isabelle, elle, a disparu. Nous avons averti les polices, exactement. En 1985, Isabelle Bourgeot a 32 ans. Elle souffre de névrose obsessive-compulsive sévère avec troubles d'adaptation. Un intervenant spécialisé. Le docteur Gilles-Michel Ouimet est psychothérapeute psychanalytique. Il est entre autres instructeur au Centre international des enfants disparus aux États-Unis. Une personne qui a des problèmes de santé mentale dans le vocabulaire de tous les jours, c'est une personne qui n'a pas toute sa tête. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire qu'elle n'a pas le jugement, elle n'est pas capable d'évaluer les situations de danger et elle risque de se placer dans des situations graves de danger. Le psychiatre qui la suivait aussi était très préoccupé par son état mental parce qu'elle perdait la mémoire de plus en plus. Les problèmes de mémoire d'Isabelle ont débuté à la suite d'un accident de la route dans lequel elle fut impliquée à l'île d'Orléans en 1972. La voiture a percuté un pont, tombé dans la rivière, etc. Alors tout le monde est mort, sauf notre fille. 2 amis d'Isabelle ont perdu la vie dans cet accident. Elle a subi une sévère commotion et un violent choc nerveux. Et elle s'est toujours demandé pourquoi elle a survécu. Et cet accident l'a laissé avec de séquelles psychologiques vraiment, vraiment importantes. Mais au cerveau, c'était manifestement atteint. Pour son père, cet accident fut sans contredit le point de départ d'une souffrance difficilement explicable, d'une descente aux enfers qui allait finalement mener à sa disparition. Vous voyez que psychologiquement, ça n'allait pas, mais on ne savait pas quoi faire. Nous ne sommes pas, ni ma femme ni moi, nous sommes des psychologues, n'est-ce pas? C'est à contre-cœur qu'ils ont vu leur fille être internée à Robert Giffard en 1978. Un séjour en psychiatrie qui sera écourté en 1980 dû à la 2e vague de désinstitutionnalisation en cours à l'époque. 5 années s'écouleront entre sa sortie de l'hôpital et sa disparition. Entre-temps, elle poursuit ses traitements comme externe à Robert Giffard ainsi qu'au 388, un centre psychanalytique de traitement pour jeunes adultes psychotiques. Afin de l'encourager dans sa quête d'autonomie et parce que les traitements semblent donner des résultats, ses parents lui louent un appartement en 1982. Elle vivait en appartement, mais elle ne pouvait pas travailler. Donc, elle recevait son allocation, mais on tentait de la rendre le plus autonome possible. Les parents jetaient un coup d'œil sur elle aussi. Ensuite, ils ont dit de la mettre dans un appartement, dans une pièce, pour qu'elle se débrouille toute seule. Elle y restera 3 ans, soit jusqu'à sa soudaine et mystérieuse disparition en 1985. À ce moment-là, elle vivait une période difficile où les épisodes de décompensation étaient de plus en plus fréquents. Décompenser, ça veut dire être en phase aiguë de psychose, par exemple, ou d'hallucination dans le cas de la schizophrénie,
ou encore dans une dépression, d'être dans un état de désorganisation. Certaines personnes vont tout simplement errer dans des parcs, d'autres dans des centres d'achat, d'autres sur la voie publique. Isabelle aurait-elle pu errer dans la ville de Québec après sa disparition? Une incertitude qui chamboulera la vie des Bourgeault. Pendant tout le reste de leur vie active, ils chercheront leur fille et se battront pour faire reconnaître que malgré ses 32 ans, elle est dans une situation de vulnérabilité et donc en danger. Elle a dit exactement, je sais où votre fille se trouve, mais je ne vous le dirai pas. Depuis un grave accident de la route survenu en 1972 dans lequel 2 de ses amis ont péri, la santé mentale d'Isabelle Bourgeault se détériore. Diagnostic, névrose obsessive sévère avec troubles d'adaptation et perte de mémoire. En 1980, la deuxième vague de désinstitutionnalisation bat son plein. Hospitalisée à Robert-Giffard depuis 1978, Isabelle fut alors confiée à ses parents jusqu'à sa soudaine disparition, le 6 novembre 1985. Lorsque les parents sont venus nous voir, c'était de les appuyer dans leur démarche, et donc de rentrer en contact avec les divers hôpitaux psychiatriques, diverses cliniques, les centres d'hébergement, tous ceux qui viennent en aide aux sans-abri. La famille a vraiment travaillé très fort aussi. Oui, alors Isabelle, voyez, petit dossier. C'est ça, ça et ça. Ces 2 imposants documents renferment 27 années de démarches et d'enquêtes. Les Bourgeault ont tout conservé de la disparition d'Isabelle, une disparition très médiatisée dans la région de Québec. Et à chaque fois qu'elle faisait l'objet d'un reportage, on recevait 13, 14 signalements. Pour les aider à valider les informations générées par cette médiatisation, les parents d'Isabelle ont engagé 2 détectives privés au début des années 90. Michel Corneau se souvient avoir fait quelques vérifications à la demande des parents. Elle avait été vue à 2 endroits différents, soit Saint-Jérôme et Montréal. Et c'est pour ça a été le but de notre mandat, d'aller vérifier sur place si on pouvait recueillir des informations pouvant nous aider à localiser Isabelle. Les gens appelaient pour dire « oui, je l'ai vue dans tel secteur », mais après ça, on ne pouvait pas faire le lien, là. Il n'y a eu aucune information positive dans le dossier lorsqu'on a fait ces vérifications-là. La mère d'Isabelle a aussi reçu un appel anonyme très inquiétant. Elle a téléphoné en poste public. Elle a dit exactement, je sais où votre fille se trouve, mais je ne vous le dirai pas. Elle dit ça à ma femme. Hein? Et cessez de vos recherches. Comme ça, terminé. Les policiers ont retracé l'appel. Il provenait d'une cabine téléphonique du centre-ville de Québec. La dame, qui n'était pas Isabelle selon sa mère, n'a jamais rappelé. À partir de ce moment, les Bourgeault pouvaient à tout le moins espérer que leur fille était encore en vie. Un espoir qui s'est confirmé en 1991 avec le témoignage de Pierrette Hamel, une responsable des services sociaux d'un centre d'entraide. Elle l'a reconnue sur la rue grâce, entre autres, à ses grains de beauté disposés en arc sur sa joue. Elle était dans un piètre état, selon elle, et semblait agir comme un enfant. Elle ne l'a pas signalé aux policiers, croyant qu'elle avait déjà été retrouvée. Comme Isabelle aurait été âgée de 38 ans, il était pratiquement impossible pour la famille et les détectives de faire des vérifications plus poussées, entre autres auprès des hôpitaux et des centres pour femmes en difficulté. Ils sont à votre disposition, parce qu'il s'agissait d'une personne majeure, n'est-ce pas? Soi-disant en possession de ses moyens. Isabelle est majeure. Elle est donc protégée par la loi d'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Ses parents iront donc jusqu'en cour supérieure pour faire reconnaître qu'elle est peut-être vivante, mais malade et qu'elle a besoin de soins et de soutien psychologique. Ils se sont battus, comme plusieurs autres familles aussi, de chercher une garde par intérim qui leur donnerait la chance, s'il y avait un signalement important, qu'on puisse aller valider ces informations
et ouvrir le dossier si vous voulez. Ils sont devenus les représentants légaux de leur fille et ont obtenu le droit d'avoir accès aux renseignements indispensables pour tenter de la retrouver et prendre les dispositions nécessaires pour prendre soin d'elle, le cas échéant. Les parents sont toujours les parents. Point. Peu importe l'âge. On est toujours responsable de ça, tout le temps. Comme en témoigne le rapport d'enquête du deuxième détective privé dont nous avons obtenu copie, certaines personnes pourraient avoir gardé le silence malgré l'ordonnance de fournir les informations la concernant. Ce fut peut-être le cas du 388, ce centre de psychanalyse où elle était traitée depuis sa sortie de Robert Giffard. Au cours de son enquête en 1992, le détective Loisel a eu l'impression que la direction du 388 savait où Isabelle se trouvait et sous quelle identité. Il est possible que cette personne majeure ait demandé à des intervenants de la placer à un endroit et de s'organiser pour qu'elle ait comme une tutelle du gouvernement ou d'une agence de santé. Pour certaines raisons spécifiques, elle pourrait avoir demandé ça pour couper tout lien avec des membres de sa famille. Je veux juste vous dire que c'est une hypothèse. Le 388 n'a pas retourné nos nombreux appels. À l'hôpital de Baie-Saint-Paul aussi, à l'époque, on a refusé de fournir les informations aux détectives mandataires. On a également refusé de montrer la photo d'Isabelle aux infirmières de l'aile psychiatrique, l'une des dernières à avoir fermé ses portes lors de la deuxième vague de désinstitutionnalisation dans les années 80. On trouve dans tous ces... Henri Dorville est professeur à l'UQAM. Il a entre autres supervisé la rédaction de ce rapport sur les 35 ans de désinstitutionnalisation au Québec. Selon lui, le Québec a pris la bonne décision en misant sur la réinsertion sociale et sur la réduction des hospitalisations en milieu psychiatrique. Il admet cependant que dans les années 80, la communauté n'était pas encore très bien outillée pour accueillir et guider les patients. C'est ce qui a manqué. Le patient psychiatrique est sorti tout seul, il était en communauté et il n'avait aucun soutien, il n'y avait aucune aide. J'ai l'impression que les pouvoirs publics font mieux les choses actuellement qu'autrefois. Et là, on se rend compte que tous ces gens qu'on a sortis des hôpitaux, ils sont où en ce moment? Ce sont nos itinérants. Isabelle Bourgeault incarne-t-elle le côté sombre de la désinstitutionnalisation? Les seules pistes de réponse que nous avons encore aujourd'hui sont les conclusions du détective Loisel qui datent de 1992. Isabelle ne sait pas qui elle est. Elle n'a pas pu obtenir par elle-même les documents requis pour entrer à nouveau dans le système de santé ou le système d'assistance du gouvernement. Elle n'a pas été arrêtée par les policiers et quelqu'un quelque part dans le système de santé mentale du Québec connaît les réponses, mais le système est tellement étanche que tous les abus sont possibles. Parmi les hypothèses, le fait qu'elle puisse avoir été internée à nouveau après sa disparition, sans identité, et qu'elle ait été réinsérée dans la société sous un code ou un numéro, plutôt que par son nom, et ce, à des fins administratives. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. J'ai travaillé avec beaucoup de patients psychiatriques, mais il faut dire que la bureaucratie psychiatrique, parfois, peut conduire, je dis bien peut, conduire à des aberrations. La question que s'est posée le détective Loisel en 1992 dans son rapport est encore aujourd'hui d'un très grand intérêt. Serait-ce là la raison de la disparition d'Isabelle dans les fichiers gouvernementaux? La famille maintient toujours qu'Isabelle serait en vie quelque part, mais qu'elle ne connaîtrait plus son identité aujourd'hui. Aujourd'hui, Monsieur et Madame Bourgeault vivent dans ce centre pour personnes âgées dans l'ouest de Montréal. Monsieur est semi-autonome, sa mémoire est très impressionnante. À 90 ans, il attend avec impatience des nouvelles de sa fille. À chaque fois que la sonnerie du téléphone retentit dans la pièce, il s'accroche à l'espoir qu'on mettra un terme à 27 années d'angoisse et d'incertitude. Il me brise le cœur. À chaque fois que je l'appelle, la première chose qu'il me demande, c'est « Vous avez des nouvelles d'Isabelle? » Et je dois lui dire non, mais qu'on veut lui donner l'opportunité de parler d'Isabelle. On ne cesse pas d'en parler, ensemble, tous les deux. Et c'est aussi exprès pour que ma femme tienne psychologiquement. C'est important, capital. Ce qu'ils craignent le plus maintenant, c'est peut-être mourir sans jamais savoir.
Si vous détenez des informations sur la disparition d'Isabelle Bourgeault, veuillez s'il vous plaît les transmettre de façon anonyme et confidentielle à Enfants Retour Québec au 1-888-692-4673. On fait des enfants. C'est pour les avoir. Pour avoir le plaisir de vivre avec. Ensemble, en famille, comme on était. En voyage, en camping, etc. Bonsoir, jeune fille. Blonde. 3 fois par jour, M. Bourgeault parcourt les longs corridors. Il va à la rencontre de son épouse qui l'escorte tendrement jusqu'à la salle à manger pour le repas. À la simple évocation du prénom Isabelle, on peut voir à travers les yeux de cette mère qu'elle reprend momentanément contact avec la réalité, comme si elle n'attendait que de savoir ce qui est arrivé à sa fille pour se laisser partir, pour être enfin libérée. La disparition d'Isabelle Bourgeault, survenue en novembre 1985, est sans contredit une conséquence de sa maladie, une conséquence de sa condition psychologique. Au Québec, environ une disparition sur 4 serait reliée à un problème de santé mentale. On le voit chaque année maintenant, on enregistre plus de dossiers, surtout des jeunes adolescents qui vont fuguer et on nous dit, bon, dépressifs, des idées noires, dépression, troubles d'anxiété. Alors, on a des jeunes qui, déjà 14, 15 ans, doivent prendre des médicaments pour pouvoir gérer ces troubles de comportement ou de santé. Ce portrait n'est pas sans rappeler la disparition en mars 2012 de Maxime Richard. L'adolescent de 16 ans de Saint-Lambert qui souffrait de dépression a manqué à l'appel pendant un peu plus d'1 mois. La police de Longueuil a mené d'importantes recherches. Une récompense de 3 000 $ était offerte. La découverte de son corps au début du mois d'avril a secoué tout le monde et a confirmé que le jeune homme avait malheureusement mis fin à ses jours. La disparition de James Caan n'a toujours pas été résolue. Le jeune homme avait 19 ans lorsqu'il a été vu pour la dernière fois dans l'est de Montréal. C'était le 15 juillet 2010. Il souffre de troubles d'anxiété et de paranoïa. Plusieurs fois par jour, il doit prendre des médicaments. Il est assez calme comme enfant. Il ne fait pas des crises, mais il va être plus inquiet. Tu sais, les angoisses vont venir ou comment ça se fait qu'elle n'est pas revenue? Où qu'il est, mon frère? Ça fait 3 heures qu'il n'est pas là. C'est des inquiétudes plutôt. Puis la paranoïa, bien, ça, c'est plutôt, tu sais, il a peur si quelqu'un va le tuer, il a peur des étrangers, des choses comme ça. Selon le Dr Ouimet, l'état d'une personne atteinte de troubles de santé mentale qui cesse sa médication peut se détériorer très rapidement et son comportement, parfois irrationnel, peut compliquer les opérations de recherche. Ces gens-là qui ont besoin d'une médication des fois 2 et 3 fois par jour, quand elles quittent, si elles n'ont pas cette médication qui maintient un contact avec la réalité, ça va très vite. Ça va très, très vite pour perdre ce contact avec la réalité. On se questionne toujours si ce jeune est récupéré par quelqu'un qui voudrait lui offrir de l'aide et on l'introduit à d'autres drogues. Alors, ce mélange, ça fait un cocktail qui peut être vraiment néfaste pour la santé de ce jeune. Au moment de sa disparition, James Caan ne travaillait pas, mais presque tous les jours, il sortait prendre une marche aux environs de la résidence familiale. Pour nous, je pense que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il a pris une marche pour une très longue période. Il s'est perdu, puis suite à ça, les 24 heures ont passé. Il n'a pas pris ses médicaments, puis il a commencé à faire une chute de santé. La famille a surtout du mal à comprendre pourquoi on a d'abord traité l'affaire comme une fugue. Avec sa maladie, peut-être il ne s'est pas retrouvé, il n'était pas capable de retourner à la maison, ou bien que quelqu'un l'a pris. Il s'est perdu, mais une chose est certaine, il n'est pas en fugue. Oui, il a 19 ans, mais c'est un jeune vulnérable.
Toutes les circonstances de la disparition nous indiquent que ce n'était pas dans le comportement de Jamie. Il est parti en plus sans prendre ses médicaments. Donc, pour nous, ça demeure un dossier prioritaire. Sa famille a multiplié les démarches et les recherches pour le retrouver. On a vérifié tous les hôpitaux, les prisons, les refuges pour jeunes sans-abri. Ses proches ont placardé le métro de Montréal d'avis de recherche, mais les affiches, des milliers d'affiches posées dans toutes les stations de métro de la ville, ont rapidement été enlevées, ce qui souleva l'indignation de la famille. On trouvait ça quand même assez ridicule qu'ils aillent ôter les photos. Écoute, ils mettent des annonces de n'importe quoi, puis ils peuvent pas garder une photo d'un enfant. C'était pour nous une grosse surprise, mais le métro s'est repris, puis ils l'ont remis, les affiches. Ça a été très difficile. Ça avait été une période très, très difficile pour la maman. Et surtout lorsqu'on reconnaît l'importance des photos, qu'un enfant sur 5 est reconnu, localisé, ramené à la maison, parce qu'on circule les avis de recherche. La famille de James croit que les policiers ont fait de leur mieux, mais on déplore tout de même qu'il n'ait pas agi plus tôt et qu'il n'ait pas déployé davantage de ressources compte tenu de l'état de santé mentale du jeune homme. Les policiers ont fait ce qu'ils ont pu faire, mais on trouve que ça n'a pas été assez vite. La famille a surtout du mal à comprendre pourquoi on a d'abord traité l'affaire comme une fugue. C'est là où ça nous a frustrés un peu parce que c'est pas un enfant en fugue, il est malade. Fait que oui, comme adulte, il a ses droits, mais je pense que même s'il est adulte, quand c'est un enfant qui souffre d'une maladie, il devrait quand même essayer encore plus fort de faire des recherches plus intenses. Depuis près de 2 ans, la famille de James, sa mère, ses 3 frères attendent de savoir ce qui a bien pu se passer le 15 juillet 2010. Il a quitté sans argent, sans carte d'identité, laissant craindre le pire. Pour la famille, c'est très dur à penser qu'il n'est plus avec nous. Il faut avoir de l'espoir, c'est juste ça qui nous reste. Hein? Je te dis que c'est très, très dur à passer un Noël, un anniversaire sans lui. Puis qu'est-ce que ça peut faire à ma sœur? Écoute, elle est découragée complètement. Si vous détenez des informations sur la disparition de James Cann, vous êtes prié de les transmettre à Enfants Retour Québec ou à Infocrime Montréal. Jamie, we're never gonna stop looking for you. We love you. Mommy's waiting for you. And we're gonna keep looking for you. James Cann et Isabelle Bourgeault ne sont pas seuls. De nombreux autres jeunes souffrant de problèmes de santé mentale sont disparus dans de telles circonstances en ne laissant aucune trace, et ce, un peu partout à travers le Québec. Si vous reconnaissez l'un d'entre eux, vous êtes prié de communiquer avec votre service de police local ou encore avec le réseau Enfants Retour Québec au 1-888-692-4673. Non seulement ces jeunes ont besoin de soins, mais leurs familles sont à leur recherche.